Welcome back, everybody. Bienvenue à tous à nouveau. Nous avons beaucoup parlé de science, de communication sur le changement climatique et maintenant nous sommes rejoints par Jonathan Foley. Il va nous aider à comprendre la trajectoire qui peut être. C'est un scientifique climatologue éminent, un expert en durabilité, éducateur qui parle à un grand nombre de personnes à travers le monde sur la façon dont nous pouvons résoudre cette crise climatique. Il est également le directeur exécutif du projet Drawdown, qui est la principale ressource mondiale en matière de solutions climatiques et pour préserver le climat, les écosystèmes et les ressources naturelles dont nous dépendons tous. Donc, tout d'abord, pour que les gens comprennent mieux ce qui se passe, mais également comprennent la trajectoire à venir, eh bien, vous avez la parole pour nous expliquer tout cela. Merci. Merci à tous de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, et donc je vais partager quelques diapositives avec vous et on va se lancer dans cette conversation. J'espère que vous voyez bien. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup de ces solutions concernant le réchauffement climatique et en particulier d'étiolement de ce drawdown. Et donc, il est important de parler de solutions. Je sais que vous parlez beaucoup de communication sur le climat, mais il y a un grand nombre de communications sur les changements climatiques. Se focaliser plus sur les problèmes liés au changement climatique. Et on a besoin, bien entendu, de les connaître, ces problèmes. Mais si on pouvait également apporter quelques notions de solutions, idées de solutions, d'espoir, peut-être que l'on peut s'éloigner de cette approche déprimante et source d'inquiétude dans le cadre des communications que l'on faisait. Donc, et peut-être également aussi simplement de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, comment agir et qu'est-ce qu'on peut faire dans la mesure de notre possible pour influencer ce changement climatique et le stopper. Et donc, de se concentrer pour stopper le changement climatique, on peut parler également un peu plus tard dans nos conversations du type d'approche de communication que nous pouvons utiliser pour peut-être nous adresser et toucher un plus grand nombre de personnes. Concernant l'avenir et le changement climatique, il est important de prendre un peu de distance, de recul et de regarder au passé. Dans l'histoire de l'humanité, un grand nombre de changements se sont produits. Ces changements ont participé à l'accroissement de l'empreinte du monde de l'humain sur notre environnement, avec l'accroissement de la population et également le passage d'une population rurale vers une population plus urbaine et donc et également l'impact sur notre économie, les technologies, les consommateurs, tous ces éléments qui donc permettent de modifier l'économie en très peu de temps. Donc, les gens ont toujours changé leur environnement et depuis l'invention du feu, depuis que nous avons quitté les grottes, les cavernes. Et donc, mais au cours des 50 dernières années, nous avons terminé de changer l'environnement au niveau local, mais les changements s'opèrent au niveau international. Et donc, en 15 ans, en 50 ans, nous avons multiplié par 2 ou presque la population. On a multiplié presque à 6 fois l'économie. Ça implique beaucoup plus de demandes en termes d'alimentation, en termes d'utilisation des eaux et également la consommation des énergies combustibles a presque triplé en 50 ans. Et en termes de changement, au cours des 50 dernières années, il représente presque la totalité des changements qui sont opérés dans l'histoire de l'humanité en 50 ans. En 5 décennies, c'est plus que ce qui a été fait en 5 millions d'années d'évolution de l'homme. Et donc, c'est intéressant de voir, puisque une des principales préoccupations concernant la façon dont nous changeons la planète, nous changeons l'écosystème, la biodiversité, les ressources en eau, etc. Et donc, un des changements les plus marquants, c'est que nous changeons le système climatique également. Et donc, on en a parlé beaucoup du stress climatique. Je n'ai pas besoin de vous rappeler tout l'historique, mais nous avons donc commencé avec l'augmentation des gaz à effet de serre tels que le CO2 qui réchauffe notre planète. Et donc,
les CO2, le CO2, le dioxyde de carbone, c'est une seule des gaz. Mais il y en a bien d'autres. Et si ils ont augmenté de 50% depuis le milieu du 19e siècle et la température de la planète a augmenté d'à peu près 1 degré sur la même période de temps. Donc c'est un graphique extraordinaire qui nous montre comment nous, les humains, nous avons changé le monde et l'avons fait évoluer en dehors de ces conditions géologiques naturelles et qui va continuer donc à accroître la température si nous ne changeons pas nos modes de vie et notre façon d'agir. Et donc ce qui est important est également à noter, c'est que au début de ce graphique, c'est-à-dire dans les années 1850, c'était la première fois où on a commencé à décrire ce qui se plaçait au niveau du climat, comment le niveau d'augmentation de CO2 pouvait réchauffer la planète. Et c'est à partir de ce moment, Tyndall a été le premier scientifique qui a décrit cela dans les années 1870. On pense que c'est cela, mais c'est pas vrai. C'est en fait une femme américaine, Fout, qui en 1836 a écrit un article sur l'augmentation de CO2 et comment cela avait un impact sur le réchauffement climatique. Et donc, au tout début de cette courbe, les scientifiques savaient d'ores et déjà ce qui allait se passer. Et donc, il y a 170 ans, ou presque, les scientifiques le savaient déjà. Donc, nous faisons aujourd'hui l'expérience d'une science que nous connaissons depuis déjà très longtemps. Et bien entendu, comme nous nous sommes concentrés bien plus sur les problèmes, et qu'il y a une sorte de biais négatif qui a été appliqué dans notre activité des médias, je pense qu'on s'est concentré sur les problèmes, sur les problématiques. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il faut aborder les choses différemment et voir que et certains on voit que c'est un problème sans issue et désespérant. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le cas et il est possible de changer les choses. Et chaque jour, il faut se rappeler que nous pouvons toujours bâtir l'avenir que nous souhaitons. Nous pouvons toujours changer la trajectoire dans laquelle nous trouvons actuellement pour atteindre le monde que nous souhaitons avoir. Et donc, pour ce faire, il faut stopper le changement climatique pour obtenir ce qu'on appelle le drawdown, l'étiolement, c'est-à-dire le moment où on va changer la donne, inverser les choses. Donc, les niveaux de gaz à effet de serre, comme le CO2, ont augmenté et la science est assez simple. Plus le graphique augmente, plus la planète se réchauffe et plus les écosystèmes, les ressources comme l'eau et les ressources naturelles se raréfient, disparaissent. Et donc, nous ne voulons pas en fait présenter ce type de courbe. Nous voulons infléchir cette courbe, l'inverser. Et comment faire pour transformer cette courbe, l'infléchir et la transformer dans une courbe plus positive. Et ce point important, c'est le moment de l'étiolement. C'est un moment de bascule, le moment où, à l'avenir, les niveaux de gaz à effet de serre vont stopper leur accroissement, leur croissance et commencer à devenir plus stable et enfin se décliner de manière progressive pour mettre un terme au futur changement climatique ou à tout changement ultérieur sur le climat. Donc, il faut donc se stabiliser. Et le plus tôt nous opérerons, le mieux ce sera si nous voulons atteindre rapidement, le plus rapidement possible et de manière adéquate ce point de bascule. Donc, ce que l'on fait, donc il faut bien sûr se rappeler de certains éléments scientifiques. Il y a ici plus de donc les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas uniquement composées de CO2, bien sûr, ils sont importants, mais il y a d'autres gaz qui sont émis dans l'atmosphère, tels que le méthane, et ils captent tous la chaleur, c'est une de leurs caractéristiques, et ils contribuent tous au changement climatique. Donc, il est important de savoir d'où on vient, puisque c'est ce qui nous attend en termes de travail. Les 60% des changements climatiques aujourd'hui sont causés par les CO2 liés aux énergies fossiles. Et pas 100%, 60%. Donc, même si on peut résoudre le problème des énergies fossiles, il nous reste encore 40% de changements climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre à résoudre. Et donc, c'est pour montrer que, bien entendu, les énergies combustibles représentent la plus grande part, mais ne sont pas uniquement les seuls à être responsables. Et donc, les usines de retraitement dans le monde entier, de production, etc., ont un impact. Le ciment,
le béton, par exemple, ont également un impact puisqu'ils utilisent de l'énergie. Il faut également utiliser ça. Il y a également le CO2 lié à la déforestation. Le fait de brûler les forêts sont également contributeurs d'émissions de CO2 qui représentent 12% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça représente à peu près l'équivalent de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis aujourd'hui. Et ça, c'est pour représenter la déforestation et l'économie américaine contribuent de manière égale au changement climatique. Et donc ensuite, les autres gaz à effet de serre, comme le méthane qui provient principalement de l'industrie de l'énergie combustible, l'agriculture exactement, de fuite, on va dire, de perte de l'industrie. Et donc, par exemple, le bétail, les vaches, par exemple, nous le savons tous, c'est l'élevage qui provoque cela. Et également le dioxyde d'azote, qui est donc très important, puis est utilisé dans l'agriculture, dans les sols en Inde, en Chine et en Europe, qui sont utilisés pour fertiliser les sols et donc qui sont associés à l'eau et qui produisent le dioxyde d'azote qui est envoyé ensuite dans l'atmosphère. Et ensuite, d'autres gaz qui sont représentent 2%, mais qui sont envoyés également dans l'atmosphère, qui émanent par exemple donc des réfrigérateurs, des systèmes de climatisation qui représentent également. Et ce chiffre-là pourrait également augmenter considérablement si nous ne réduisons pas les produits chimiques que nous utilisons pour réfrigérer nos environnements et nos produits. Et ici, donc la source des gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, n'est pas forcément uniquement le produit de calcul, mais des activités qui les produisent. Et par exemple, dans l'agroalimentaire, donc voilà, nous, en fait, c'est nous. Ça représente ce que nous polluons, la façon dont nous polluons l'atmosphère et ces émissions de gaz à effet de serre augmentent et elles augmentent à cause de ce que nous faisons, de façon dont nous vivons et nous consommons. Et l'atmosphère fait également partie, la nature fait également partie de ce système et contribue également et représente environ 40% des gaz à effet de serre que nous émettons actuellement, principalement dans le domaine des forêts et des océans. Et donc, c'est ce qu'on appelle également les puits de carbone. Ils ont un impact sur l'atmosphère. C'est donc une émission naturelle. Donc, c'est pas de la suppression du carbone, j'en parlerai plus tard, mais c'est la nature qui peut absorber les CO2 à travers donc un système chimique et de l'industrie chimique et biologique. Et donc c'est ce qui s'accumule, 59%, c'est ce qui s'accumule dans l'atmosphère chaque année. Donc, pour atteindre cet étiolement, ce Jordan, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, tout d'abord, il faut travailler sur la partie gauche de cette équation, la partie la plus importante et de loin, c'est-à-dire de réduire les sources de ces émissions. Les émissions, que ce soit émanant de l'énergie, des systèmes de transport, de l'alimentaire, etc. Et atteindre, si possible, la neutralité carbone le plus rapidement possible. Mais il faut également, il y a des choses qui vont prendre du temps, d'autres qui vont se produire plus rapidement, mais ce qu'il faut, c'est continuer à travailler dessus au quotidien. Il faut s'assurer que la nature est protégée de façon à ce que ces puits naturels qui travaillent aussi en coulisses, quelque part, continuent à évoluer, ne soient pas endommagés et continuent à retirer le carbone de l'atmosphère. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif de zéro. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il nous faut réduire les émissions et les amener à zéro. Et c'est bien sûr, ça, c'est la priorité première. Et ensuite, il y a différents domaines dans lesquels nous émettons des gaz à effet de serre. Et ça change, bien entendu, cette répartition d'un pays à l'autre. Mais de manière générale, dans le monde entier, les productions d'électricité représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre à travers le charbon et le gaz pour produire de l'électricité, l'alimentaire, l'agriculture et l'utilisation des sols contribuent à 24% de ces sources de gaz à effet de serre. Mais ce qui est intéressant, qu'ils sont quasiment égalité entre la production d'électricité et l'ensemble du système agroalimentaire. Pour contrer ces changements climatiques, on voit qu'il y a 25% seulement de l'électricité qui contribue à cela. Ensuite, il y a les émissions liées à l'industrie, en dehors donc bien sûr de l'industrie de l'électricité, qui sont des usines de retraitement, de transformation. Il faut également prendre en considération les transports, les bâtiments, le type de matériaux qui sont utilisés
et qui représentent, par exemple, dans la construction 6%, et d'autres émissions, principalement dans le domaine de l'énergie, le GNL, par exemple. Donc, il y a différents, mais 5 facteurs principalement. L'électricité, l'agroalimentaire, l'industrie, le transport et la construction sont les principaux contributeurs. Et donc, il faut se poser la question, comment est-ce que normalement nous produisons une électricité qui soit plus verte en éliminant le CO2, en décarbonant notre électricité? C'est une des choses que nous devons faire. Une autre chose à faire, c'est de faire en sorte que notre électricité soit plus efficace, c'est-à-dire utiliser moins d'électricité, quel que soit l'usage que l'on veut en faire. Et donc, il faut commencer par une plus grande efficacité et avec l'infrastructure actuelle, ensuite décarboner l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire produire moins en utilisant moins et avoir une électricité bas carbone ou décarbonée. Travailler sur l'efficacité et la décarbonisation, ils travaillent toujours de concert, ces deux-là. Et donc, il faut voir comment on peut utiliser également l'électricité qui sert à construire des bâtiments dans l'industrie et tous les autres représentent moins de 2%. Donc, il faut trouver les solutions pour améliorer l'efficacité de l'électricité dans les bâtiments qui sont construits. Et chacun de ces cercles ici qu'on retrouve, c'est une des solutions que l'on considère être à notre disposition aujourd'hui, qui existent d'ores et déjà sur le marché, qui sont abordables, qui sont pratiques, qui fonctionnent et qui également représentent à la taille du cercle. C'est-à-dire que plus le cercle est grand, plus il empêche d'émettre du carbone, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On regarde également le côté de la décarbonation. Comment est-ce que ces solutions de production d'électricité peuvent fonctionner sans émettre des CO2? Donc, par exemple, le solaire, la géothermie, l'éolien, etc., qui sont représentés ici. Et l'ensemble de ces solutions existent d'ores et déjà. Elles sont pratiques. Il faut juste qu'elles montent en échelle dans notre économie. Et donc, beaucoup de ces gens aujourd'hui font beaucoup d'argent. Il faudrait plus de subventions pour encourager les autres. Concernant l'agroalimentaire et l'utilisation des terres, on parlait de la déforestation et la plupart des problèmes de déforestation dans le monde se produisent pour donc éliminer des arbres pour servir à l'alimentation au final, pour pouvoir libérer des terres pour la production à destination de l'agroalimentaire. Nous avons donc le méthane qui émane des animaux et de ces différentes pratiques. Ici, on voit à nouveau à travers ça que la façon dont on peut réduire le gaspillage alimentaire, comment être plus efficace et pas seulement agir sur le côté des animaux. Donc du côté à gauche, on peut en changeant de régime ou en réduisant notre consommation de certains produits à travers un régime alimentaire différent, comment est-ce que cela peut avoir un impact sur la déforestation, faire une meilleure culture des produits destinés à l'agroalimentaire. Ensuite, je ne vais pas forcément creuser de manière très détaillée, mais dans l'industrie, il y a des domaines très complexes sur lesquels on doit travailler, en particulier dans le domaine de la production des métaux, puisque la production de l'acier génère beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, les produits chimiques, plastiques. Ici, c'est quelques pourcents à chaque fois, mais c'est ce qu'est le changement climatique, à 1% par-ci, 2%, 5% par-là. Il n'y a pas une seule et unique solution. Il faut avoir des dizaines de solutions à combiner, à associer pour parvenir à ça. Le transport également représente 14% des émissions de gaz à effet de serre. L'aérien, bien sûr, l'aviation civile représente moins de 2% à l'heure actuelle, mais ça peut encore s'accroître. Et en plus, ça représente une petite partie de la population mondiale qui ont recours à cela. Et donc, si d'autres augmentent leurs déplacements par avion, ça aura également un impact. Donc, il faut prendre ceci en considération. Les bâtiments émettent également des gaz à effet de serre pour 6%. Et ici, la question de l'isolation, de la qualité des chaudières, des moyens de chauffage, etc. Et ça représente d'ensemble 6%, principalement émanant des bâtiments
bâtiments résidentiels, des constructions résidentielles ou commerciales, 4% pour les résidentiels et 2% pour le commercial. Et là, à nouveau, l'électricité doit être plus efficace, décarbonée. Ça doit s'appliquer donc à l'alimentaire, à l'industrie, à la construction. Mais ce qui est bien de savoir, c'est que nous avons d'ores et déjà beaucoup de solutions dans tous ces domaines et qui sont prêtes à être utilisées. Et très souvent, elles sont utiles d'un point de vue économique également, bien entendu, qui ont des bienfaits au-delà sur notre santé et notre bien-être. Le deuxième principe, c'est pas uniquement de supprimer les émissions de gaz à effet de serre. Il faut également penser à la façon dont la nature absorbe le carbone. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc les puits de carbone, c'est-à-dire que retire le carbone de l'atmosphère et qu'on appelle également la captation du carbone. Et donc, c'est la nature en fait qui est seule qui retire de la carbone à une échelle significative. Et la nature l'a déjà fait. Les humains essayent fortement de retirer le carbone de l'atmosphère. Et je vais vous montrer également comment les êtres humains le font. Mais c'est très, très peu la part qui peut être supprimée, qui peut même difficilement être mesurée, quantifiée dans l'atmosphère. Donc, il y reste un long chemin à parcourir. Ça reste toutefois possible. Il faut accroître l'absorption, la captation du carbone à travers les forêts, les terres, l'agriculture, les océans, ou en utilisant même des machines. La technologie, c'est très prometteur de retirer même ne serait-ce qu'une petite proportion de la pollution et ça peut prendre des années avant que cela monte en puissance et devienne plus significatif. Il faut réduire la pollution, ces émissions et peut-être que plus tard, il y aura d'autres systèmes de suppression de carbone pour les émissions que nous n'aurons pas pu arrêter. Il faut donc réduire les sources de pollution à travers l'électricité, l'agroalimentaire, l'utilisation des sols, l'industrie, les transports, la construction. Il faut aider également la nature et soutenir le développement de puits de carbone naturels dans la nature et ce également avec le développement de nouvelles technologies. Et ce faisant, nous allons pouvoir changer l'avenir et faire une véritable différence. Aujourd'hui, voilà la courbe rouge qui représente notre trajectoire à venir si l'on conserve le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Et d'ici 2040, voilà le scénario en vert que nous pourrions atteindre si nous étions véritablement agressifs. Ou alors, on peut le faire plus tard et dans ces cas-là, on sera autour des années 2050-2070. Donc, il y a deux scénarios possibles avec les solutions existantes. Les nouvelles technologies peuvent faciliter cela et accélérer le processus. Quoi qu'il en soit, quoi que l'on fasse, c'est qu'il faut mettre un terme à la progression du changement climatique et ce, entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement climatique, ce sont des scénarios qui restent possibles. Donc, autour de 1,5 degrés, on peut atteindre le niveau à peu près moyen, mais au-dessus de 2%, c'est peut-être encore possible, mais on n'est plus obligé de suivre cette courbe rouge de référence. Et cela a augmenté considérablement par rapport où nous en étions il y a 15 ans. Donc, il faut prendre en compte que les scénarios vont pouvoir s'améliorer. Enfin, on pourra améliorer les choses grâce à ces deux scénarios. Mais ce que nous avons appris jusqu'ici, c'est que nous avons suffisamment de solutions d'ores et déjà actuellement à notre échelle pour mettre un terme au changement climatique. Il y aura encore plus de solutions à l'avenir, au fur et à mesure que les pratiques vont changer, que les nouvelles technologies vont apparaître. On peut ajouter des outils à notre boîte à outils pour résoudre ces problèmes et faire en sorte que les choses fonctionnent mieux, qu'elles soient moins chères et qu'on ait plus de solutions à notre disposition. Les changements climatiques et les solutions apportées au changement climatique rendront le monde meilleur, puisque en fait les gens sont plus concentrés sur ou intéressés par ces problèmes de climat, de santé, d'égalité sociale face au changement climatique. Et donc, ce qui est intéressant de voir, par exemple, aux États-Unis où je vis, ce que l'on a observé, environ 92 habitants croient
plus ou moins au changement climatique. Mais plus de 80% croient fortement que c'est réel. 60% sont très préoccupés ou inquiets concernant le changement climatique. Et chaque année, on voit qu'il y a moins de 2% des Américains qui font quelque chose pour changer cela. Et donc, en tant que communicant sur le changement climatique, il faut inciter plus de personnes et passer de 2% de la population qui agit à 10%, 15%. Je pense qu'on ne peut pas forcer les gens. Il faut partir de là où ils en sont aujourd'hui et leur montrer comment les solutions climatiques, ce ne sont pas juste des solutions climatiques, mais qu'elles créent également du travail, qu'elles peuvent améliorer la santé humaine avec 9 millions dans le monde de personnes qui meurent aujourd'hui à cause de la qualité de l'air liée aux énergies fossiles. On peut avoir également la partie de la nutrition, la sécurité alimentaire et comment les solutions sur le changement climatique peuvent également permettre de traiter ces différentes problématiques à travers le monde. Et donc, ce que j'aime, c'est penser que ces évolutions sont non seulement des solutions aux problèmes climatiques pendant des années, mais également des solutions climatiques. Je pense qu'on peut supprimer même le mot climatique, on peut parler de solutions. Et là, on parle à tout le monde. Tout le monde a besoin d'entendre parler de solutions pour l'égalité, le travail, l'emploi, avoir une meilleure vie, une meilleure santé. Tout le monde veut que leur vie soit un peu meilleure. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le changement climatique nous amène à trouver ces solutions. Et parfois, on cherche dans notre boîte à outils et on ne parle pas simplement de réparer l'atmosphère, on parle également de construire, de bâtir un meilleur monde. Et c'est ça qui est fantastique. Une autre chose qu'on peut apprendre, c'est que il y a donc une période intéressante qui nous attend. Nous devons nous mettre au travail et nous devons regarder ce que nous avons actuellement plutôt que d'attendre d'avoir de nouvelles technologies, de décisions politiques. Ils ne le feront pas. C'est à nous de faire les choses, de mener ces changements. Et il faut le faire rapidement parce que pour faire ce que nous avons montré et revenir à un niveau comme celui qui a été fixé au niveau de la conférence de Paris, où nous allons pouvoir réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre rapidement, pour être réduite de moitié en une décennie. Et pour le faire, il faut avoir des choses qui fonctionnent rapidement et donc qui fonctionnent en quelques années, dont on voit l'impact. Il faut construire également de nouvelles infrastructures à travers le monde en termes de façon dont les systèmes de transport, l'agriculture et également en plantant des arbres qui permettent donc d'avoir plus de puits naturels qui absorbent le carbone et également des nouvelles technologies à mettre en œuvre aujourd'hui. Donc, si on met en place toutes ces activités en parallèle et si quelque chose se fait d'ores et déjà, alors que nous cherchons, laissons le temps à avoir d'autres solutions, pour voir d'autres solutions émerger. Nous avons besoin de ceci rapidement en mettant à notre disposition tout ce qui est à notre main, à notre portée, les changements au niveau de la politique, que ce soit au niveau des Nations Unies, comme lors de la conférence de Paris. Les politiciens ne sont pas courageux, ils n'ont pas besoin du monde et ils suivent en fait, finalement, ils ne dirigent pas le monde. Et donc, ils ont besoin d'être leaders également. Les politiques sont importantes, mais nous avons besoin également des capitaux, du secteur privé pour faire de meilleurs investissements, des philanthropes. Nous avons besoin également de nouvelles normes concernant l'industrie. Il faut que les activités se fassent différemment et considèrent l'environnement d'une manière différente pour réduire les risques, pas juste pour faire du greenwashing, mais il faut que également nous ayons de meilleures technologies, le changement des comportements, mais également les changements de commandement. C'est quelque chose qui sera bon au final également pour nous et c'est quelque chose qu'on réalise de plus en plus à travers la résolution de ces problèmes. C'est lorsqu'on aura pris tous ces leviers ensemble, les technologies, les investissements, le capital, les politiques et les comportements, si tous travaillent ensemble, et on le voit à travers le monde aujourd'hui, 45 pays dans le monde, y compris les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, sont tous en train de travailler sur leurs émissions. Aux États-Unis, aujourd'hui, nos émissions sont 21% en dessous de pic de nos émissions de 2007. Et nous avons atteint nos objectifs de Kyoto, même si nous n'avons pas signé le protocole de Kyoto. Donc, c'est assez extraordinaire. Nous devons faire cela, nous devons accélérer les choses à travers le monde. Nous pouvons le faire.
Alors, j'aimerais peut-être partager quelques réflexions avec vous avant les questions-réponses. C'est vrai que lorsque je regarde le changement climatique, je vois un défi, mais également une opportunité extraordinaire. Nous pouvons réimaginer le monde. Le 21e siècle peut être complètement libre des problèmes du 19e siècle, l'esclavage, l'énergie fossile, etc. Nous pouvons avancer vers un nouveau monde avec une technologie propre, de nouvelles sources d'énergie, un monde plus juste, un meilleur monde pour nous et les générations à venir. Un monde merveilleux que nous avons la possibilité de construire. C'est pas qu'on doit le faire, mais on va pouvoir le faire. C'est quelque chose d'excitant pour nous tous. Alors, pour conclure, je voudrais vous demander à vous tous qui travaillez dans les médias tous les jours, je vous demande d'apprendre et partager davantage le sujet du changement climatique et surtout les solutions. Nous avons des défis, mais nous avons surtout des solutions. Donc, le moment est venu de travailler, de devenir actif, de traiter la question avec les outils en notre possession, parce que nous allons faire un meilleur monde de toute façon et nous pouvons travailler ensemble pour diffuser ce message à travers le monde. Et tout en se rappelant que même si les choses ont l'air un peu effrayantes aujourd'hui, toutes les générations ont fait face à des situations difficiles, tristes. Tous les siècles ont eu des défis et nous pouvons faire face à ces défis et avancer. Donc, moi, je voulais conclure en disant que le futur est toujours à déterminer. Le futur appartient à tous ceux qui sont prêts à prendre les risques, accepter la responsabilité de créer de façon consensueuse l'avenir que nous souhaitons. Et nous pouvons communiquer sur cela. Je pense qu'on a maintenant 10 à 15 minutes pour des questions. Donc, je vais m'arrêter là et nous allons pouvoir avancer. Merci, Jonathan. C'est toujours fantastique de t'écouter. Je t'ai entendu parler et dans les conversations ici et là, on dit toujours c'est un défi, mais également une opportunité. Le monde a fait de grandes choses dans le passé et on peut encore en faire. Et c'est bien sûr sérieux, mais il y a aussi l'inspiration pour l'avenir. Quelques questions qui ont été posées dans le chat, mais nous avons le temps. Tout d'abord, est-ce que, en fait, les investissements commerciaux sont possibles dans des puits de carbone basés sur la nature? Oui, aujourd'hui, nous travaillons pour aider les industriels à aligner leur argent sur là où se trouve le carbone. Pour le moment, ça ne marche pas très bien. Vous savez que dans le passé, il y avait en fait 4 domaines d'entrée de capitaux dans les solutions climatiques. Il y avait les gouvernements qui avaient une possibilité extraordinaire de dépenser de l'argent de façon inefficace. Le gouvernement américain a dépensé des milliards dans des solutions qui ne marcheront pas. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste par rapport aux politiques. Et puis, il y a l'investissement privé, la philanthropie, il y a des organisations mondiales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui ont mis des millions dans des solutions climatiques. Les solutions climatiques peuvent également aider à sortir les personnes de la pauvreté, améliorer la sécurité du monde, etc. En ce qui concerne l'investissement privé, il y a beaucoup d'argent qui entre dans le secteur de l'électricité. Ça a l'air d'être un investissement attrayant.
Vous savez, en ce qui concerne les solutions à base de nature, beaucoup d'argent, y compris la philanthropie, va vers la protection en fait de l'environnement. Mais beaucoup d'investissements privés entrent dans des idées d'agriculture où les petites exploitations pourraient renverser la situation en ce qui concerne le stockage de carbone dans les sols. Il y a également toutes les tentatives de puits de carbone pour faire réintégrer le carbone dans les sols. Il y a des questions de surveillance, contrôle des forêts vierges. Mais en fait, c'est des choses difficiles à mettre un prix dessus, difficiles à inclure dans un portefeuille d'investissement. Donc, il faudrait arriver à un équilibre entre le capital privé qui entre, comment on reconnaît la nature, comment on modifie les choses. Oui, oui, il y a des investissements privés dans ce domaine. Il y a les financements gouvernementaux, il faut de l'argent philanthropique également. Tout ça pour équilibrer les choses. Oui, je crois que c'est un message clé. Ce n'est pas une solution. Il y a un tel problème qu'il faut plusieurs solutions. Alors, bonjour, merci pour votre présentation. C'est une présentation assez générale. Je suis journaliste et il est important de savoir que les solutions efficaces existent. Mais lorsqu'on fait des rapports, il faut se concentrer sur des solutions, des exemples. Alors, connaissez-vous des bases de données où on pourrait trouver des solutions intéressantes au niveau mondial? Parce que nous ne sommes pas scientifiques. Donc, parfois, il est difficile pour nous d'évaluer les solutions qu'on nous a présentées. Et donc, il serait intéressant de voir des exemples qui pourraient servir d'inspiration à d'autres. Merci pour cette question. Oui, vous savez qu'en ce qui concerne notre site, drawdown.org, c'est un bon endroit pour faire des recherches sur des solutions. Nous avons des centaines de pages qui expliquent les différentes solutions en grand détail. Je ne pouvais pas le faire aujourd'hui. Je voulais simplement vous donner une idée aujourd'hui de où commence la solution, l'univers de solutions. Il y a des livres, des centaines de pages web. Je crois que cette semaine, il y a 91 solutions climatiques. Nous venons de faire en fait des mises à jour, des solutions avec des informations économiques. Il y a des mises à jour scientifiques. Mais si vous allez sur notre site web, vous trouverez cela. Et il y a quelques 50 pages de documentation technique sur des solutions individuelles. Je pense que vous pouvez chercher des exemples dans votre propre domaine, dans votre région où il y a des histoires à raconter. Vous savez, il faut également des histoires humaines ainsi que des histoires scientifiques et d'ingénierie. Il faut avoir des histoires humaines, comment des communautés, des collectivités ont trouvé des solutions. Qui sont les héros, les héroïnes de ces actions? Et vous savez qu'il y a des organisations où vous avez des quartiers drawdown. Et donc, c'est intéressant de voir où, en fait, des personnes telles que ou des personnes qui ont participé, plutôt que toujours écouter des hommes blancs comme moi qui parlent de ces solutions. Non, il y a des solutions qui apparaissent à travers le monde. Il y a des choses qui inspirent, très excitantes. Et il y a beaucoup plus que juste la question de changement climatique. Avec le changement climatique, on peut créer des emplois, améliorer notre santé, on peut industrialiser des carburants non fossiles, on peut changer avec le passé. Donc, ce que nous pouvons faire va au-delà du climat. C'est beaucoup plus coloré, imagé. On peut construire une plus grande communauté qui travaille ensemble pour résoudre les problèmes. C'est fantastique.
Alors, pour les membres des médias, c'est pour ça que ce partenariat est important. On essaye de vous montrer où vous pouvez aller avec ces histoires. Vous avez le pouvoir d'aider les personnes à comprendre ce qui se fait. Et cela nous emmène sur un autre point important. Vous savez que là, Drawdown, c'est une organisation internationale des solutions internationales, mais les solutions comprennent l'adaptation qui varie de site à site. Donc, c'est un cadre pour faire entrer les personnes afin de voir ce qui marche. Si vous allez sur leur page web, vous allez voir ce qui fait écho avec votre partie du monde et ce qui ne le fait pas. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, le transport représente une beaucoup plus grosse part de ces émissions qu'ailleurs. Je crois qu'on a une question à Paris. Oui, j'ai une question. Je pense que les bonnes pratiques et les bons exemples sont très importants. Très souvent, les gens demandent « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Parce que le changement climatique semble très loin de leur vie quotidienne. Mais lorsqu'on tient compte de ce que vous avez montré et ce que vous avez dit, la communication est extrêmement importante. Un exemple, l'utilisation de la voiture électrique. Il y a la question des utilisateurs qui disent de toute façon, il faut produire l'énergie. Alors, il y a la question de d'émissions CO2. Il y a ceux qui sont entre déni et le désir de ne pas changer. Je pense que la communication doit démontrer avec des chiffres l'efficacité et la crédibilité des différentes solutions. Et donc, c'est une question d'aller au-delà du fait que quelque chose est bon. Il y a la question de l'éducation. Et donc, en tant que citoyen, on peut voir des solutions qui ont l'air d'être très lointaines et qui ne sont pas particulièrement liées à l'atténuation, l'adaptation au changement climatique. Donc, il faut donner aux communicateurs le moyen de montrer comment cela fonctionne. Je ne vais pas dire qu'il y a un déni, mais il y a un manque de confiance. Il faut gagner la confiance afin d'avoir des solutions crédibles. Est-ce que vous voulez commenter cela? Vous savez que le déni du changement climatique, il y aura toujours des personnes et on ne peut plus se préoccuper de cela. Vous avez les États-Unis, par exemple, c'est l'exemple d'un pays, mais vous savez, aux États-Unis, il n'y a que 8% de la population qui nie réellement le changement climatique. C'est un peu comme les personnes qui disent que la Terre n'est pas ronde, mais ce sont vraiment très peu de gens. Il y a 92% qui croient que le changement climatique est quelque chose de réel, plus ou moins, et 80% qui disent que c'est vraiment un problème. Alors moi, je veux parler des solutions. Et là, il faut essayer de voir qui est actif, qui est engagé. Pour engager les personnes, il faut les rencontrer là où ils sont. Je crois qu'on a, avec la commission climatique, on a effrayé la plus grande part du monde. Je ne sais pas si c'est très utile. Je pense que pour engager les personnes, il faut donner de l'espoir, de l'optimisme, que oui, on peut faire quelque chose. Le changement climatique est un gros problème à long terme. C'est difficile de voir quel rôle on peut jouer. Mais quand on voit que des emplois sont créés, que vos revenus s'améliorent par rapport à ces solutions pour arrêter le changement climatique, alors il y a la possibilité de dire ce qu'on peut faire et les avantages qui en découleront. Parce que quand vous voyez que c'est bon pour nous, cela peut beaucoup aider. Et je pense qu'il faut réfléchir un peu sur comment on communique sur le climat.
Une dernière question, peut-être, une plus courte. Le rôle de la culture lorsqu'on parle de notre avenir. Notre futur a tendance à se concentrer sur des avenirs plutôt pessimistes. Comment engager les gens en en leur disant qu'on peut avancer vers un meilleur avenir. Alors, il est difficile d'imaginer à quoi pourrait ressembler cet avenir. On peut bien sûr parler des images terribles comme ceux qu'on a pu voir dans les films de Mad Max ou c'est ce type d'avenir qui domine les médias. Mais je pense que Martin Luther King n'a pas voyagé le monde en parlant de son cauchemar. Non, il a dit j'ai un rêve. Il n'a pas dit j'ai un cauchemar. Et il voyait un meilleur monde et il nous invitait tous à le rejoindre dans ce meilleur monde. Et il en est mort pour ça et on n'a pas encore atteint ce meilleur monde. Donc, cela implique un certain risque du cœur, le cerveau, la science, mais surtout le courage. Aujourd'hui, il faut avoir le courage d'imaginer un meilleur avenir et travailler vers cet meilleur avenir. Et je crois que, en fait, c'est le pacte humain. Le pacte humain, on doit sentir une obligation vers les générations futures, comme les générations passées ont travaillé pour que nous puissions vivre un meilleur monde. Comment? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le monde pour les générations à venir? La bonne réponse, c'est qu'on peut le faire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, Jonathan. Et je crois qu'il est important d'incorporer cela dans la conversation. Vous savez qu'on a parlé de cela dans différents forums, mais je crois que lorsqu'on parle de changement climatique, il faut comprendre que cela touche à tous les aspects de notre vie. Et donc, il faut avoir cette conversation avec les autres. Il faut localiser, personnaliser les narratifs. Et il faut expliquer comment ces réponses ont lieu dans votre communauté. Il faut connecter les personnes dans les communautés. Il y a les gouvernements avec des plans d'action. Les universités travaillent sur cela. Il y a des ONG qui travaillent au niveau local sur cela. Et c'est là où vous jouez un rôle. Vous êtes là pour ouvrir l'esprit des gens. Et en utilisant votre voix, on peut faire des choses. Regardez, Ed a créé un design et maintenant il y a tout un mouvement. On vous remercie d'être là aujourd'hui. Il y aura la possibilité